Alors, moi, je me suis engagé en politique à l'âge de 16 ans, après que mes professeurs m'aient expliqué ce que signifiait le réchauffement climatique. Et donc, je fais partie d'une génération qui avait une petite dizaine d'années au moment du sommet de la Terre, qui a connu pour qui la question écologique était déjà posée dans l'enfance, je dirais. Et quand j'avais 15-16 ans, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. Et il se trouve que j'étais au collège Saint-Barthélemy, et juste en face du collège Saint-Barthélemy se trouvaient les locaux d'Écolo. Je me suis dit, ça sonne plutôt bien, ça. Et donc, j'ai poussé la porte. On m'a envoyé voir les gens de Jeunesse et Écologie qui étaient en train de fumer des pétards au-dessus. Je suis redescendu. J'ai dit, non, moi, je veux faire de la politique. Et je me suis engagé corps et âme pendant 2 ans chez Écolo, où j'ai appris plein de choses, où j'ai découvert une génération qui allait accéder au pouvoir, qui avait une force, une conviction qui m'a nourri. Et donc, je me suis engagé de cette manière-là. Et puis, j'ai quitté Écolo le 12 juillet 1999, le jour où Écolo s'est allié avec le PRL. À l'époque, je trouvais ça inacceptable. Et donc, j'ai été voté contre à l'AG, puis j'ai rendu ma carte. Et je me suis engagé dans l'associatif pendant une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années, j'ai été dans le mouvement étudiant, j'étais président de la FEV, j'étais à la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelait encore Ligue des droits de l'homme à l'époque, j'ai été à Interenvironnement Wallonie, qui n'était pas encore Canopéa, j'ai fait toutes sortes de choses. Et puis on a fondé avec une série de camarades venant du mouvement étudiant Urbagora, dans les locaux de laquelle on se trouve ici. Urbagora, association qui voulait défendre la ville, le droit à la ville, le droit à une qualité de vie en ville, le choix positif de vivre en ville et la ville comme enjeu écologique. C'est vraiment quelque chose. Et la naissance de cette association, c'est la lutte contre l'autoroute Sorexoso-Beaufailly, qui m'occupe encore aujourd'hui, on en parlera peut-être. Et donc on se lance dans la défense d'une ville faite de transports en commun, de vélos, d'espaces verts, de droit au logement, enfin toutes ces questions-là. Et donc me voilà engagé dans l'associatif avec une certaine audience. Urbagora devient une association qui compte à Liège, s'engage dans le débat politique. On se levait le matin pour regarder la presse et on lisait les dépêches belgas et on faisait des communiqués de presse en réponse. Enfin, on se comportait comme une organisation politique et c'est quelque chose qu'on avait appris à la FEF. Et puis Écolo arrive au gouvernement en 2009 et là il y a vraiment un énorme clivage qui se forme parce que Philippe Henry devient ministre et Philippe Henry en quelques semaines renonce à tous les engagements qu'Écolo avait pris sur les questions urbaines, notamment sur la question du tram qui est aussi très centrale pour moi. Et là on se dit mais qu'est-ce qui nous arrive? Et puis dans les 2 ans qui suivent on se fait vraiment on se fait taper dessus, disons. Et petit à petit émerge l'idée, mais comment c'est possible? Comment on fait pour faire entendre une voix sur ces questions urbaines qui nous animent? Et le choix que nous faisons, c'est de créer ce qu'on a appelé une coopérative politique, c'est-à-dire des citoyens qui se rassemblent, qui écrivent un mémorandum. Ce mémorandum, on va le présenter à différentes formations, dont Écolo. Personne n'en veut, et on dit, si c'est comme ça, on va se présenter aux élections. Et donc me voilà réengagé en politique et dans la foulée élu comme conseiller communal. Et puis les choses s'enchaînent, on se représente en 2018, je suis réélu conseiller communal et en même temps on perçoit assez vite les limites de cet attelage, qui n'a pas du tout les atouts, les caractéristiques d'un parti politique. Un parti politique, et on discutera peut-être de ce qu'est un parti politique et en quoi un parti politique doit être considéré comme un bien commun. Un parti politique, c'est un outil qui réunit largement pour défendre des idées et qui a toute une série d'attributs qui lui permettent de le faire. Vega n'a jamais été ça. Vega est toujours resté un petit attelage léger. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on fait le choix dans l'après-2018 de se dire on ne pourra pas continuer comme ça n'a pas de sens. Et nous avons désormais une responsabilité qui est celle des 7500 personnes qui nous font confiance aux élections. Nous ne sommes plus juste là pour mettre quelques idées à l'agenda. Nous devons avoir conscience que les voix que nous rassemblons sont susceptibles de modifier certains équilibres. Et donc on en arrive à la question qui va peut-être nous occuper ensuite de l'alliance politique. Oui, alors d'abord je suis très heureux d'être là. Merci à toi Joanne de jouer ce rôle d'animatrice. À vous tous et vous toutes d'être là ce soir.
J'ai beaucoup d'admiration pour ce parcours que François a rappelé, dont j'ignorais plusieurs détails. Moi-même, j'ai l'impression d'avoir fait de la politique pendant 30 ans en dehors des partis. Surtout au service de la défense des droits humains. J'étais secrétaire général de la Ligue des droits humains, qui s'appelait effectivement Ligue des droits de l'homme à l'époque, et ensuite secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui réunit 180 organisations de défense des droits humains à travers la planète. Et je me suis beaucoup intéressé à la question des droits économiques, sociaux et culturels, ce qui a conduit les Nations Unies à me nommer rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation en 2008, plus récemment rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme depuis 2020. J'ai été engagé dans ces combats-là pour les droits humains. Je crois aussi que le droit à la ville est très important, tel que défini par Henri Lefebvre. Il y a à la fois des dimensions qui sont de l'ordre de la convivialité et de la possibilité d'avoir des espaces qui créent des contacts entre différents groupes de la population qui sinon pourraient s'ignorer et vivre sans se fréquenter. Mais il y a aussi une dimension démocratique, de pouvoir choisir ce qu'on fait des communs qui nous entourent. Donc je suis très sensible à ce combat-là. Maintenant, tout mon combat a été de tenir ensemble deux piliers de ce qui me paraît être le programme progressiste de justice sociale, réduction de la pauvreté et des inégalités d'un côté, mais aussi transition écologique de l'autre. Et ce qui m'inquiète beaucoup et qui explique mon choix aujourd'hui de faire cette campagne électorale au service du projet écolo, c'est qu'on oppose les deux, alors que les deux ne pourront gagner qu'ensemble. On a un discours qui de plus en plus nous dit la transition écologique, ça va trop vite, les gens n'en veulent pas, ça va pénaliser le pouvoir d'achat des ménages en précarité, c'est quelque chose qu'il faut repousser à plus tard parce que ce n'est pas le moment, surtout au sortir d'une période de forte poussée inflationniste, au moment où on a d'autres priorités liées notamment à essayer de reconstruire l'économie après la crise du Covid-19 et les impacts du conflit en Ukraine. Et ce discours qui oppose pouvoir d'achat et transition écologique me paraît extrêmement problématique. Or, c'est un discours qui est tenu par plusieurs partis et qui est encore renforcé par la montée de l'extrême droite. C'est ce qui me terrorise. Vous connaissez comme moi les sondages. En France, 31% de Français et Françaises s'apprêtent à voter pour le Rassemblement national aux élections européennes. Au nord de la Belgique, à peu près 30% pour le Vlaams Belang. En Allemagne, Alternative für Deutschland. En Espagne, Vox. Au Portugal, Chega. Aux Pays-Bas, le parti de la liberté de Geert Wilders est au gouvernement. Les démocrates de Suède pèsent sur la coalition suédoise en lui dictant ses conditions. Les vrais Finlandais sont au pouvoir en Finlande, c'est effrayant. Et tous ces partis d'extrême droite ont un agenda qui n'est pas seulement contre les droits humains et contre les droits des femmes, ils ont aussi un agenda contre l'environnement. Et ils conduisent la droite, et les partis même de centre-droit, à avoir un discours de plus en plus anti-environnement. Il suffit de voir d'ailleurs les manifestes que le Parti populaire européen a adoptés, donc respectivement à Munich en mai 2023 et plus récemment à Bucarest. C'est une mise au rencard des engagements écologiques que l'Union européenne a pris au cours des 5 dernières années. Et donc ça m'inquiète beaucoup. Je suis là pour envoyer un message très simple. Les ménages en précarité sont les premières victimes de notre inaction sur la pollution de l'air, le climat, l'extraction de ressources et un mode de vie insoutenable. Et deux, on ne pourra réussir la transition écologique qu'en tenant un discours autour de l'écologie qui non seulement soit attentif aux impacts sociaux, c'est bien la moindre des choses,
mais qui, je suis plus exigeant sur ce point, prennent pour point de départ le savoir, l'expérience vécue des personnes qui vivent au jour le jour la précarité. Je crois que si on n'arrive pas à comprendre les obstacles que ces personnes rencontrent, y compris à changer de routine, si on ne puise pas dans leur savoir, on se prive d'une expertise tout à fait indispensable pour réussir la transition écologique. Donc pour moi, cette alliance n'est pas juste tactique. Il ne s'agit pas juste de dire, si on va promouvoir des mesures de réforme écologique et qu'on veut éviter des résistances, il faut, de type gilet jaune, il faut être attentif aux impacts sociaux. Ce n'est pas seulement de cela dont il s'agit. Il s'agit aussi de dire qu'on ne réussira la transition écologique que si on ne part pas seulement d'un savoir technocratique d'experts. Voilà. Et c'est un peu ce qu'exprimait, même si on ne l'a pas cité, François, dans notre échange tout à l'heure, mais c'est un peu ce qu'exprimait André Gorz quand il parlait de leur écologie et la nôtre. Il refuse l'écologie, au fond, des techniciens, des ingénieurs, qui est purement, je dirais, technicienne dans sa manière de se profiler. Non, c'est une écologie qui est beaucoup plus exigeante et qui, notamment, comprend cette exigence de justice sociale et de démocratie. Est-ce que vous avez une explication? On n'avait peut-être pas. Moi, je ne pense pas avoir une explication complètement convaincante de ça, mais donc je partage évidemment le constat. Je vois un certain nombre de choses qui peuvent l'expliquer. Moi, j'avais quand même la tendance à insister sur l'espace public. C'est-à-dire, une démocratie n'existe pas sans un espace public. Un espace public, c'est-à-dire un lieu où l'information, où on débat, où on discute, où on échange des points de vue. Et moi, mon sentiment est qu'on assiste à une dégradation accélérée, et là je parle au niveau global, de ce qui était notre espace public. Ce qui était notre espace public, historiquement, c'est la presse. Chez Habermas, c'est la presse qui fait l'espace public et qui rend possible la démocratie. La presse mondiale aujourd'hui est dans un état plus que préoccupant. Elle est contrôlée par des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on parle de ça. Et on voit à quel point, voilà, c'est peut-être moins visible, ou en tout cas peut-être moins vrai d'ailleurs en Belgique, mais c'est tout à fait patent aux États-Unis, c'est tout à fait patent en France, c'est tout à fait le cas en Grande-Bretagne, etc. On voit dans tous ces espaces qui sont des grandes démocraties historiques, à quel point le débat public, les thèmes du débat public sont impulsés par désormais des chaînes d'infos continues d'extrême droite, par exemple. À quel point... en France, CNews et BFM TV font l'agenda, lancent des polémiques, ces polémiques focalisent l'attention, etc. Ça, c'est une première chose. Et dans le même temps, on voit que la possibilité de faire un journalisme de qualité devient de plus en plus difficile, de plus en plus marginale. En Belgique, voilà, ça devient quelque chose de résiduel. Le journalisme d'enquête devient rare, la presse locale disparaît aussi, et la presse locale, c'est un enjeu important en termes de démocratie. On le voit ici, de mon point de vue, le débat local liégeois, par exemple, s'est profondément dégradé depuis que Le Soir a fermé ses pages locales, depuis que la RTBF a aussi peu voilà. Première étape. Deuxième étape, c'est les réseaux sociaux, qui sont devenus un peu par défaut l'espace dans lequel voilà, le débat public s'est reporté, et on voit que ces réseaux sociaux, eux aussi, aujourd'hui, sont en train de se dégrader à grande vitesse, pour de multiples raisons. Voilà, Twitter, qui était un espace relativement ouvert, relativement libre, est devenu un espace d'expression de la haine, et ce n'est pas sans lien avec les choix posés par son nouveau propriétaire, par exemple. On sait que Facebook a une politique qui consiste à rendre moins visibles les contenus politiques, de façon délibérée. Vous devez, désormais, il y a une option, vous pouvez aller la chercher très loin au fond de la configuration. Oui, je veux quand même recevoir des contenus politiques. L'idée est que la politique, c'est embêtant, il vaut mieux se divertir avec des photos de chats et avec n'importe quoi, des petites vidéos qui parlent de n'importe quoi. Et donc, la dégradation de l'espace public, parallèlement à ça, la dégradation des organisations de masse, qui en étaient d'ailleurs consubstantielles. Je veux dire, la démocratie du XXe siècle est une démocratie qui est organisée par des partis de masse, par des syndicats de masse, par des mutuelles, par des organisations. Enfin, il suffit de penser à vos grands-parents. Tous nos grands-parents étaient affiliés d'une façon ou d'une autre à telle ou telle organisation. Ils étaient probablement abonnés au journal qui allait avec. Certains étaient abonnés à la Cité, d'autres étaient abonnés à la Wallonie, etc. Et donc ça a disparu.
Et dans ce contexte-là, me semble-t-il, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de faire exister des thématiques difficiles et des thématiques qui, intrinsèquement, vont à l'encontre des intérêts des grands détenteurs de capitaux. Et l'écologie, intrinsèquement, va à l'encontre des intérêts des grandes entreprises, des plus grandes entreprises du monde. Et de surcroît, le discours écologique, effectivement, dans un certain nombre de cas, c'est auto-caricaturé, c'est engagé dans des voies, dans des propositions qui l'ont rendu inaudible pour la classe populaire. Et donc, dans un contexte pareil, effectivement, on arrive à une situation où l'écologie devient violemment absente et où c'est les saillies trumpistes de Georges-Louis Boucher qui font aujourd'hui l'agenda. Et là, je termine là-dessus, vraiment, c'est quelque chose qu'on a observé dans cette campagne. Le nombre de fois où, dans des débats avec des gens qui ne sont pas du tout... des petites gens qui travaillent, qui font ce qu'ils peuvent, qui sont convaincus que s'ils sont en difficulté, c'est la faute du chômeur, c'est la faute de l'immigré, c'est la faute du détenu, c'est la faute, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a entendu. Ce discours-là, il vient aujourd'hui du discours que, notamment, le CDH, je veux dire le PSC et le MR martèlent sur cette question-là. Le droit au chômage qui est vu non plus comme une garantie sociale qui permet à tous une vie digne et qui est le signe que nous sommes une société évoluée. Non, le chômage est vu comme quelque chose qui nous alourdit, quand on en est là, voilà. Une des raisons, même si le délitement de l'espace public et la perte de qualité du débat public y participent, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ces remarques, mais une des raisons, c'est aussi que cela intéresse beaucoup de gens de ne pas en parler. Les politiques n'aiment pas en parler parce qu'ils ont l'impression que les gens ne veulent pas recevoir de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas populaire pour une politique de s'emparer de ces thématiques parce que souvent la transition écologique est assimilée à l'idée de sacrifice, de renoncement, voire de retour en arrière et au minimum de changement de routine. Donc les politiques, en quête évidemment de popularité, ils n'aiment pas être vus comme des oiseaux de mauvais augure et ils ont l'impression que cela va plutôt leur coûter des voix que leur en rapporter. Donc les politiques n'ont pas envie d'en parler. Les milieux privilégiés n'ont pas tellement envie non plus qu'on en parle, parce qu'après tout, on ne peut pas faire de l'écologie sérieusement sans remettre en cause la répartition aujourd'hui du patrimoine, encore plus que des revenus, et je dirais même, de manière un peu plus radicale, la manière dont la société capitaliste fonctionne. Le 2 juillet, je vais présenter à Genève un rapport devant le Conseil des droits de l'homme où j'examine la question de savoir si on peut lutter contre la pauvreté sans croissance économique, sans augmentation du PIB. Et la réponse, je divulgage, la réponse est oui, mais cela exigerait que les ressources rares qu'on a à notre disposition soient utilisées non pas pour satisfaire les désirs des plus riches au pouvoir d'achat le plus élevé, mais les besoins essentiels des personnes en pauvreté, logement, santé, enseignement, transport public, etc. Et on en est loin, parce que l'essentiel de la machine productive répond en fait aux signés des prix qui sont envoyés par qui ? Par les plus riches, qui ont un pouvoir d'achat, etc. Donc je crois que ce genre de questions, les privilégiés n'aiment pas qu'on en parle, c'est un peu un tabou. Et du côté des personnes qui ont le moins, qui vivent dans la crainte de ne pas pouvoir satisfaire leurs besoins essentiels, ils ont l'impression que l'écologie, au pire, est dirigée contre eux, en tout cas ne prend pas assez leurs préoccupations en compte. Et je crois que ça nous oblige, à nous écologistes, à un examen de conscience. Je crois que des erreurs ont été commises qui vont au-delà de l'erreur de communication. L'écologie n'est pas populaire auprès des classes populaires, des groupes socio-économiques les moins favorisés. Ce n'est pas juste une question de packaging, de communication, c'est aussi une question de philosophie. Comment est-ce qu'on fait l'écologie ? Est-ce qu'on va adopter des mesures écologiques et compenser ensuite les impacts négatifs pour les ménages précaires avec
des primes à l'achat de voitures électriques, avec des primes énergie, avec des réformes fiscales qui veulent compenser l'impact de telle ou telle augmentation de prix sur des produits hautement polluants. Est-ce que donc on veut pratiquer l'écologie et puis remédier ex post aux impacts négatifs, ou bien est-ce que dans le choix des mesures écologiques de transition, on va prendre en compte d'emblée les préoccupations de justice sociale? Il se fait que lorsque j'ai pris mes fonctions de rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté, le premier rapport qu'il m'a été demandé d'écrire, donc c'était en mai 2020, début de la pandémie du Covid, c'était un rapport sur le Building Back Better, comme on dit dans le jargon onusien. Comment est-ce qu'on va reconstruire les économies après la crise amenée par la pandémie du Covid-19. Et le rapport que j'ai présenté à l'Assemblée générale des Nations unies en octobre 2020 avait pour titre « Éradiquer la pauvreté dans un monde, dans le respect des limites planétaires ». Et je présentais dans ce rapport une certaine manière de pratiquer la transition écologique, d'investir dans la transition écologique, qui partait de l'idée qu'on devait adopter des mesures qui cochaient 3 cases, ou qui, si vous voulez, satisfaisaient 3 exigences. 1, réduisant notre empreinte environnementale, évidemment. C'est pour ça qu'on parle de transition écologique. 2, qui créent des emplois. Et 3, qui permettent aux ménages précarisés, aux personnes en pauvreté, d'avoir accès à des services et biens essentiels à une vie décente. Et donc, les mesures écologiques qui respectent ces 3 conditions sont des mesures qui, à la fois, réduisent notre empreinte environnementale, ponction de ressources, production de déchets et de pollution, érosion de la biodiversité, mais qui aussi créent des opportunités d'emploi pour les personnes, notamment avec des faibles niveaux de qualification, et permettent aux ménages précarisés de mieux vivre. Donc c'est des mesures écologiques qui sont en même temps des leviers de réduction de la pauvreté et des inégalités. Je prends 2 exemples, mais au total, j'examine une vingtaine de mesures dans les domaines de la mobilité, de l'énergie, de l'alimentation, de l'agriculture et du logement, du bâtiment. Mais 2 exemples. 1, la rénovation des bâtiments. Évidemment, la rénovation des bâtiments, c'est quand même 40% de l'utilisation d'énergie en Belgique, 35% des émissions de gaz à effet de serre, c'est très considérable. Et rénover les bâtiments pour mieux les isoler, c'est une manière de réduire les émissions qui résultent de cette mauvaise isolation, mais c'est aussi une manière de créer des emplois dans le secteur de la construction. Et c'est une manière, évidemment, de permettre aux ménages de payer moins cher leurs factures de chauffage, d'électricité, parce qu'ils vivront dans des bâtiments mieux isolés. Mais voilà, on sait très bien les problèmes que cela pose quand on est locataire, que le propriétaire ne veut pas faire les travaux, que s'il fait les travaux, il va augmenter les loyers. Et donc, ça doit être une priorité, ça n'en est pas une pour la... Et donc, isoler mieux les bâtiments, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est créer de l'emploi, et c'est réduire cette facture d'électricité. Ça coche les 3 cases. Autre exemple, je le prends à dessein parce que je sais que c'est quelque chose que François Scheuer a à cœur, c'est l'investissement dans le transport public. Beaucoup plus important que des primes pour l'achat de voitures électriques, parce que les transports publics, 1, ça permet de réduire la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre liées à la voiture individuelle. 2, ça crée des emplois pour conduire les trams, les bus, les trains, maintenir les infrastructures. Et 3, ça permet de garantir le droit à la mobilité pour des personnes qui n'ont pas de quoi payer une voiture individuelle et qui d'ailleurs vont permettre, ça va permettre aussi des villes désengorgées des voitures et des espaces qui sont disponibles pour d'autres usages beaucoup plus conviviaux pour une meilleure qualité de vie. Donc voilà, et dans ce rapport, j'aborde toute une série de mesures qui cochent ces 3 cases. Et je relève simplement que des mesures qui cochent ces 3 cases sont des mesures qui nous permettent de voir la transition écologique urgente, indispensable, comme aussi une manière de répondre aux préoccupations dites de la fin du mois relatives à la pauvreté et aux inégalités. Et c'est, à mon avis, cela qu'on doit essayer et c'est un exercice d'imagination, au fond, et c'est aussi exigé pour des raisons simplement politiques. C'est qu'on n'arrivera pas à faire bouger la société si on n'arrive pas à réconcilier le grand nombre de personnes qui craignent le déclassement et qui vivent dans la précarité avec cet impératif de transition écologique. Voilà. Ok.
effectivement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'avais envie de réagir dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, il est évident, vous l'aurez déjà compris, que nos positions sont extrêmement proches. Et donc, on les formule parfois dans des termes un peu différents, mais je pense qu'il y a l'épaisseur d'un papier à cigarette entre pas mal de positions que nous défendons l'un et l'autre. Maintenant, je pense que notre responsabilité est aussi de questionner la position de nos organisations respectives. Et donc, celle d'Écolo, je ne doute pas qu'Olivier viendra sur les difficultés que pose pour Vega le fait de se retrouver en alliance avec le Parti socialiste. Et peut-être Vega aussi a-t-elle des choses à se reprocher. Mais donc, moi, une première chose que j'ai envie de dire dans ce constat du fait qu'on est dans les cordes, objectivement, on est dans les cordes. On va très probablement au-devant d'une défaite sérieuse pour la gauche et l'écologie ce dimanche, aussi bien au niveau wallon que belge que européen. Donc c'est quelque chose qui semble de plus en plus clair et qui semble de plus en plus clair, à mon sens, parce que notamment on a passé cette campagne à être dans une position défensive. On a passé notre temps à se défendre, on a passé notre temps à avoir les points comme ça, et on n'est pas parvenu. Et c'est quelque chose que plusieurs personnes m'ont fait remarquer et qui a proposé un horizon fédérateur, rassembleur, émancipateur, quelque chose que, moi quand on parle de ça, j'ai l'expression le temps des cerises qui vient, c'est-à-dire qu'on parle effectivement, dès qu'on parle d'écologie, on parle de limites. On parle de limiter notre consommation de foncier, notre consommation de ressources, notre consommation d'énergie, etc. Et cette limite, évidemment, entre frontalement en collision avec notre imaginaire bruegélien belge qui consiste à toujours, belge ou plus largement que ça, mais en tout cas, notre culture est une culture dans laquelle il faut que ça déborde un peu, quoi. Il faut qu'il y ait du gras. Et le discours écologique dit exactement l'inverse. Et donc, moi, je suis pourtant persuadé que nous pouvons parvenir à proposer, et nous ne le faisons pas suffisamment, un horizon qui est un horizon joyeux, un horizon qui est un horizon de la sobriété, mais d'une sobriété joyeuse, d'une sobriété qui est remplie de liens sociaux bien plus qualitatifs que ce que nous permet aujourd'hui le mode de vie qui est le nôtre, d'un mode de vie ralenti, d'un mode de vie beaucoup plus proche de ces multiples joies simples que peut offrir la nature, que peut offrir le contact des autres, que peut offrir la culture, que peut offrir la démocratie. Et donc proposer, par exemple, je vois par exemple un ferment ou un prolégomène de ce temps des cerises dans une série de dynamiques de quartier qu'on observe ici. On parlait des coopératives, on parle d'un carnaval, on parle d'une fanfare, on parle de multiples initiatives qui remettent les gens ensemble et dans lesquelles les gens ne sont plus dans une logique de produire, mais dans une logique d'être ensemble, dans une logique de recréer du lien, dans une logique de défendre l'identité d'un quartier, de défendre un lieu de vie, etc. L'impressionnant dynamisme démocratique qui entoure aujourd'hui la question du territoire à Liège. Il y a des dizaines de collectifs qui se battent pour leur lieu de vie, pour préserver un bout de verdure ici et là. Ce dynamisme-là, qui n'était pas présent il y a 15 ans, pour moi, il témoigne d'une proto-société écologique. Et donc, je crois qu'on doit absolument travailler ça. On doit travailler comment est-ce qu'on construit quelque chose qui nous rassemble, quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui fait qu'on a envie de se retrouver pour faire un bar du quartier, pour faire un ciné-club. Voilà. Et il y en a des dizaines et je crois qu'on peut faire ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur toutes ces mesures dont on parle, et les critères, ils sont assez proches de ceux qu'on évoque aussi. Moi, ce qui me frappe dans le discours d'écolo, c'est qu'on reste tant et tant dans une logique de l'individualisation. On ne parvient pas à formuler ces questions sous un registre collectif. Et à mon sens, là, on touche à la différence entre le développement durable, disons, pour prendre ce qui est toujours officiellement la doctrine d'écolo, et l'écosocialisme. Et l'écosocialisme, je constate, bon, on a un peu fait les gorges chaudes dans cette campagne sur l'écosocialisme qui n'est pas là. Bertrand Haine nous a expliqué que l'écosocialisme était mort, etc. J'en suis pas si sûr. Je crois que l'écosocialisme est une idée qui sera difficile à imposer, mais c'est une idée qui est en train de progresser. Moi, je la vois progresser de façon importante. Mais il y a un malentendu. L'écosocialisme, ce n'est pas prendre le socialisme de papa productiviste, etc., puis lui mettre une petite touche de vert, lui mettre quelques mesures pour dire qu'on va défendre telle et telle mesure typique. Non, l'écosocialisme, c'est
pour moi une doctrine beaucoup plus consistante qui consiste à repenser la doctrine marxiste, la doctrine du mouvement ouvrier, la doctrine qui est celle du camp de l'émancipation depuis presque 2 siècles, de la repenser à l'aune de la contrainte planétaire, de la limite physique que représente le climat, l'effondrement de la biodiversité, etc. Et pour moi, cet écosocialisme mène à formuler des solutions beaucoup plus collectives que celles qu'on a pensées jusqu'à présent. L'écosocialisme, ce n'est pas vous aider à mettre une pompe à chaleur dans votre maison, parce qu'il y en a qui savent la mettre, il y en a qui ne savent pas la mettre. L'écosocialisme, c'est penser comment on va reformuler ensemble la question du logement dans des logiques collectives. L'écosocialisme, ce n'est pas une voiture électrique pour tout le monde. L'écosocialisme, c'est penser une société dans laquelle on se déplace différemment, dans laquelle on a besoin de beaucoup moins de voitures et dans laquelle on va plutôt privilégier des solutions collectives. Et donc, on en arrive sur la question du service public, la question de l'État. Et peut-être est-ce là un des rares points de divergence entre nous, je ne sais pas. Chez Vega, et c'est ce qu'on trouve aussi au PS, on a une culture qui met peut-être plus centralement la place de l'État comme un acteur capable de porter ces fondamentaux qui sont, par exemple, demain, un réseau de chaleur qui va permettre de chauffer la ville. Par exemple, un réseau de transport public qui sera beaucoup plus ambitieux qu'actuellement. Voilà, on a un peu l'impression que Écolo, le parti Écolo tel qu'il est là aujourd'hui, qui, à mon sens, comme tout le monde, mais n'est pas du tout à la hauteur je veux dire, les mesurettes de Philippe Henry sont à peu près, je ne sais pas, 1 pour 1000 de ce qu'il faudrait faire par rapport à l'enjeu climatique aujourd'hui. Et quand on en est à subventionner les sociétés qui vont installer des bornes de recharge électrique pour qu'elles ne soient pas en déficit, alors qu'on a tellement de mal à investir dans les services publics, et qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'argent pour faire un réseau de tram au besoin, qui est la condition du droit à la mobilité, même pas de la génération prochaine, de nous dans 10 ans dans cette ville, là il y a peut-être un point de divergence. Et alors je termine sur une question dure, qui est cette question des logements. Je suis d'accord, bien sûr, je pense que c'est important d'aller autant que possible vers l'isolation des logements. Je constate cependant que l'isolation des logements aujourd'hui, telle qu'elle se traduit dans les normes PEB, dans tout un arsenal technocratique, cette isolation des logements participe aujourd'hui de façon significative à l'inflation du prix des logements et donc au fait que le logement n'est pas accessible et à la crise du logement. Ici, on se trouve dans les locaux de la coopérative Les Biens Communaux. C'est une de mes activités, je gère une coopérative immobilière et aujourd'hui je vois, en tant que professionnel du bâtiment, professionnel à temps partiel, mais quand même, je vois aujourd'hui à quel point il est devenu difficile de sortir des projets. Là, on essaye de sortir un projet d'extension pour la maison médicale du quartier. On en est à 5 000 € du mètre carré. Pourquoi ? Parce que des normes, une logique délirante, j'assume les termes de normalisation de la production du bâti, rend impossible le fait de produire du bâti à des conditions compatibles avec l'exercice d'une activité sociale. Et donc, par rapport à ça, moi je pense qu'on doit s'interroger sur cette logique de l'hyper-normalisation. L'inflation normative est vraiment un problème et je pense que l'écologie politique doit se questionner par rapport à ça, parce que l'inflation normative est à l'opposé complet de la diversité créative dont on a besoin. Et par exemple, je souligne ici quand même que certains pensent à chauffer les corps plutôt que chauffer les murs, par exemple. C'est pas inintéressant, je dis pas que c'est quelque chose qui est généralisable, etc. Mais est-ce qu'on doit interdire à quelqu'un qui fait le choix de la sobriété low-tech de vivre dans un logement simple et face à une logique où le groupe HVAC, qui est devenu indispensable, la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur, vont coûter 35 000 € hors TVA pour un petit pavillon de 65 mètres carrés. Donc, comment est-ce qu'on intègre le low-tech, la simplification, la dénormalisation dans une écologie qui a un peu tendance à fonctionner comme un rouleau compresseur, quoi. Moi, je suis, oui, pas du tout. Moi, je suis assez dubitatif par rapport à ces manières de dégager des différences un peu artificielles. Je crois, petite précision avant de continuer, je ne suis pas le porte-parole du Parti écolo et certainement pas de choix fait il y a 20 ans. Hein. Non, je prenais juste cet exemple. La libéralisation de l'énergie. Mais ce que je
Non, ce que je pense, c'est que l'État gardien de l'intérêt général est absolument central dans tout projet de transformation de la société, à condition cependant que l'État soit protégé du risque d'être colonisé par des intérêts particuliers. Et je dois dire qu'au niveau européen, c'est un vrai défi que de protéger l'intérêt général des lobbies, encore plus qu'au niveau fédéral, régional ou a fortiori local. Plus le pouvoir est concentré, plus il est la cible de ces lobbies. Mais l'État, ce n'est pas seulement une puissance qui est là pour normaliser, réglementer, imposer des normes top-down. Et François a dit tout à l'heure, à la fois combien il pensait que le rôle de l'État devait être central, on est d'accord, mais aussi combien il se méfiait de la normalisation, de la réglementation homogénéisante, et on est d'accord. Et donc moi je défends l'idée d'un État qui a à sa disposition 3 outils. Un, c'est cette réglementation, avec tout le risque, effectivement, de ne pas prendre en compte les différences entre les besoins des uns et des autres et d'être trop top-down homogénéisante. Deuxième fonction de l'État, c'est s'assurer que les incitants économiques orientent vers les bons choix. Il n'est pas normal qu'il coûte plus cher de manger bien en favorisant la production locale et des types de production alimentaire qui respectent la santé des sols et la qualité de l'air, etc., et qu'il coûte moins cher de manger mal des produits transformés proposés sur les rayons des supermarchés par les grandes firmes de l'agroalimentaire. Ce n'est pas normal. Les prix montent et l'État a un rôle à jouer pour ce qu'on appelle, dans le jargon des économistes, forcer l'internalisation des externalités négatives, c'est-à-dire forcer les coûts de production à intégrer les coûts sociaux, environnementaux, sanitaires de certaines manières de produire. Il n'est pas normal non plus qu'il coûte plus cher de prendre le train que de prendre l'avion. Quand on peut aller, j'étais l'autre jour à Madrid en train, 13 heures, on est bien traité, c'est relaxant, etc. Mais ça coûte 3 fois plus cher que l'avion, quoi. C'est pas normal. Et donc, ça, c'est la deuxième fonction de l'État, c'est s'assurer que les prix arrêtent de mentir et que les choix raisonnables, responsables, durables, appelez-les comme vous voulez, soient aussi des choix abordables et faciles à effectuer. Et ça, c'est le rôle de l'État. Mais l'État a une troisième fonction, qui est de soutenir les innovations sociales citoyennes. Pardonnez-moi, François, parce que je me répète, on parlait de ça il y a un instant. Mais donc, je suis entièrement d'accord avec cette idée qu'il faut favoriser la diversité, à la fois parce que l'expérimentation nous permettra d'avancer plus vite dans la recherche de solutions, et aussi parce que moi, je ne réduis pas la démocratie à la démocratisation de l'État. Je crois que c'est aussi la société qui doit être démocratisée. C'est-à-dire qu'il faut permettre que chacun, à l'école, à l'université, dans l'entreprise, etc., puisse être citoyen. Et pour moi, le citoyen, la citoyenne, ce n'est pas juste quelqu'un qui va voter tous les 5 ans, c'est quelqu'un qui, dans la vie quotidienne, doit être incité, avoir l'audace de poser des questions, le droit de recevoir des réponses, et donc d'avoir une démarche qui fasse que la démocratie se vit au quotidien. Et l'État peut favoriser cela. On vient de publier avec Tom de Dewardereux un petit livre qui s'appelle « Pour un État partenaire », sous-titré « L'innovation sociale citoyenne au service de la transition écologique et sociale ». Et on essaye de montrer ce que l'État peut faire pour soutenir ces innovations sociales. Et c'est notamment les collectivités locales, donc les communes, qui, par exemple à Liège, soutiennent, à vrai dire c'est plus la métropole, hein, donc c'est une collectivité de communes, mais qui soutiennent la ceinture alimentaire liégeoise, le passage à l'agroécologie, les liens directs entre l'agriculture paysanne locale et les consommateurs et consommatrices des villes. Je travaille beaucoup avec la ceinture alimentaire et les compagnons de la terre à l'époque en particulier. Et donc, je crois qu'il faut, à mes yeux, ne pas opposer la transition par le bas, comme on l'appelle, et la transition par le haut, par des trucs top-down, etc. Les deux peuvent être complémentaires. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'hybridation des deux. Je crois que la transformation écologique n'aura de chance de
d'avancer assez vite que si elle est nourrie par ce que les gens veulent faire, et c'est différent d'un quartier à l'autre, d'un contexte à l'autre, et même d'un groupe à l'autre, et les politiques doivent être suffisamment modestes pour reconnaître qu'ils n'ont pas solution à tout, qu'ils ne connaissent pas dans le détail les besoins de chaque quartier, et ils doivent avoir l'ambition de cette modestie. C'est-à-dire que la vraie ambition, c'est de reconnaître qu'on n'a pas toutes les solutions et qu'on peut apprendre de ce que les gens veulent porter comme projet. Et un État qui se dote d'outils qui permettent de favoriser cette innovation sociale citoyenne, ça me paraît très intéressant. C'est pour ça que, par exemple, une initiative comme Territoire zéro chômeur longue durée en France, initiée par ATD Quart Monde en 2016, d'abord sur 10 municipalités, maintenant c'est 60 municipalités, mais ça partait d'un droit à l'expérimentation qui est dans la Constitution française et dans une loi organique qui en France permet aux municipalités pendant 5 ans de déroger à la règle générale. Et ça, c'est typiquement le genre de dispositif qui favorise l'innovation sociale citoyenne. Je pense qu'il en faudrait plus. Et c'est vrai aussi en matière de mobilité, en matière d'énergie, en matière d'alimentation. Il y a toute une série d'innovations sociales qui sont non pas une menace pour le politique qui prétend avoir le monopole de pouvoir tout décider. Moi, je suis contre un État conçu ainsi, mais je suis pour un État qui reconnaît que ça peut être source d'apprentissage et on peut aller plus vite si on autorise ce genre d'expérimentation. Voilà. Mais ce n'est pas du tout le marché, parce que moi, ce n'est pas État versus marché. Il y a aussi les citoyens. Et ça, c'est super important. C'est super important. Et malheureusement, on a souvent vécu, tout le XXe siècle, c'était est-ce qu'on veut plus d'État ou moins d'État? C'était les rapports État-marché. Et on a oublié. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est un gisement d'emplois important. C'est là que les emplois se créent le plus vite. C'est là que le capitalisme est le plus efficacement remis en question. L'économie sociale, c'est pas l'absence de viabilité économique. C'est une viabilité économique, mais qui limite ce que les actionnaires peuvent recevoir en retour de leur investissement et qui a d'autres objectifs que la maximisation du profit des actionnaires. Et l'économie sociale et solidaire, c'est typiquement des innovations sociales que l'État peut promouvoir. Quel est ton point de vue là-dessus? Et justement, alors, j'y viens, mais il faut d'abord que je dise un mot sur cette question du marché. Et effectivement, de ce tripode société, marché, État, qui est un peu... Dans beaucoup de théorisations venant d'écolo, on voit ce tripode. Mais moi, j'ai plutôt envie de proposer un tableau à double entrée. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2 critères fondamentaux. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout inventé. C'est le premier cours d'économie que j'ai suivi était donné par Jacques de Fourny. Et il nous a expliqué que selon lui, un système économique se définissait principalement par 2 caractéristiques. Et je viens à ces 2 caractéristiques, non sans dire que, en bon lecteur de Marx, toutes les questions dont on débat ici, la citoyenneté, etc., sont ce qu'on appelle la superstructure et procèdent d'une infrastructure. C'est-à-dire que le choix d'un système économique, enfin le choix ou pas le choix, l'existence d'un système économique, d'un système de production, va définir les conditions de possibilité d'une démocratie, d'une culture, etc. Et donc, c'est évidemment, on touche ici au plus fondamental. Et donc, Jacques de Fourny disait, il y a 2 choses, il y a la question de la propriété des moyens de production et la question de l'affectation des ressources. L'affectation des ressources peut être schématiquement, tout ça appelle une grande variété de nuances, mais schématiquement affectée par le plan ou par le marché, par la planification plus ou moins dirigée, de plus ou moins haut, et par la logique de la concurrence. Et d'autre part, il peut y avoir une propriété collective ou une propriété privée des moyens de production. Qu'est-ce que produit ce tableau à double entrée? Il produit 2 choses qu'on connaît très bien. C'est le système dans lequel les moyens de production sont privés et affectés par le marché. C'est l'économie libérale dans laquelle on vit. L'opposé dans le tableau, propriété publique des moyens de production et affectation par le plan, c'est l'économie communiste classique. Mais il y a 2 autres cases dans le tableau. Alors il y a la case noire, qui est celle de la propriété privée affectée par le plan. C'est un cas assez rare. C'est par exemple le cas de l'économie de guerre nazie. ThyssenKrupp fait des bénéfices, mais c'est Hitler qui dit à quoi on va affecter les canons. Qu'est-ce qu'on va produire avec l'appareil de production. Et puis il y a la case, à mon avis, la plus intéressante, qui est la case dans laquelle les moyens de production sont collectifs, mais où il demeure un régime de concurrence. C'est-à-dire qu'on reconnaît, et on reconnaît dans une certaine mesure,
qu'il est nécessaire que pour qu'un système fonctionne, qu'il y ait une certaine dose d'émulation en son sein. Un système totalement planifié, totalement contrôlé, totalement dirigé a tendance à se nécroser. Alors, on est très très loin de ce cas-là, et je fais appel ici à Jacques Généreux et à sa dissociété, qui parle de notre société comme une société en manque de liens, en manque de planification, etc. Donc on est aujourd'hui très loin. Mais pour autant, nous ne devons pas oublier en tant qu'intellectuels que presque la dimension anthropologique fondamentale du marché, c'est-à-dire de la concurrence, n'est pas sans lien avec la question de la diversité, avec la question de l'innovation, avec la question de tout ce qui est possible d'autre que le présent dans lequel on vit. Et donc, on doit parvenir à penser un système économique dans lequel le neuf est possible, dans lequel le renouveau est possible, dans lequel le fait de penser qu'une chose devient obsolète est possible. Donc moi, je crois assez bien à cette idée-là. Je ne sais pas si vous identifiez dans le paysage ce que peut être un système de propriété collective, historiquement, affecté par le marché. Il n'y a pas tant d'exemples que ça. Il y a l'économie titiste, qui était, comme on le sait, quelque peu divergente de ses partis frères. Voilà, donc le titisme, l'ex-Yougoslavie. Il y a l'économie des premiers kibbutz, qui est aussi, qu'on peut rattacher à cette logique-là. Et puis, il y a peut-être d'une certaine manière l'économie sociale d'aujourd'hui, mais qui du coup, l'économie sociale, quand on la pense comme ça devient un peu différent. Et par ailleurs, la notion de propriété, elle appelle elle-même une certaine complexité, c'est-à-dire que on peut reconnaître la propriété classique des moyens de production, je détiens des actions d'une entreprise. On peut aussi penser la propriété sous un registre peut-être un peu plus complexe, qui va être celui de la capacité de décider dans une structure de production. Et là, je renvoie par exemple à tout le travail d'Isabelle Ferreras sur la démocratie dans les entreprises et à l'idée que instaurer la démocratie dans les entreprises, c'est d'une certaine manière les faire sortir de la logique du capitalisme. Voilà pour la réponse sur le marché, qui à mon avis est vraiment une question absolument centrale. Et j'en viens aux aéroports. La question... Oui, mais voilà. Donc les aéroports sont... effectivement un point de divergence entre les écologistes et tout le reste de la société, et donc un point de divergence entre Vega et le PS. C'est le point de divergence dans l'accord entre Vega et le PS, c'est le point difficile, et c'est le point qui n'a pas été tranché. C'est le point sur lequel on a obtenu deux petites choses dans l'accord. Donc, dans l'accord qui a amené Vega à se présenter sur la liste du PS, on a obtenu toute une série d'engagements. Par exemple, l'abandon définitif de l'autoroute CHB via la suppression de sa zone de réservation, un engagement pour le développement de la deuxième ligne de tram, pour le réseau cyclable structurant, un statut pour le riponnet, enfin, toutes ces choses-là, c'est des acquis de cet accord. Mais il y a aussi le point de l'aéroport qui a été le plus dur, qui nous a occupé le plus de temps et sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Nous avons obtenu deux choses. C'est d'une part l'étude qui est réclamée par les riverains, l'étude dite microéconomique sur l'impact de l'e-commerce en matière d'emploi. Nous venons à la question de l'emploi, parce qu'on sait aujourd'hui que l'e-commerce détruit plus d'emplois qu'il n'en crée, sauf que c'est diffus. Et quand on est politique, on a tendance à pouvoir se contenter d'avoir 3000 emplois là-bas, et peu importe si par ailleurs tout le secteur de la distribution, bien évidemment, mais même de la production en est impacté, c'est beaucoup moins visible. Donc là, il s'agit d'objectiver, c'est une demande de long terme des collectifs citoyens qui luttent contre l'extension de l'aéroport, qui n'a pas été possible jusqu'à présent, ce qui est quand même assez fou, parce qu'il s'agit juste d'objectiver une situation, et ça, je pense qu'en démocratie, tout le monde doit être d'accord de pouvoir objectiver une situation, de pouvoir nourrir un débat, documenter un débat, mais ça n'a pas été possible jusqu'à présent. Donc le gouvernement actuel a refusé toujours de faire cette étude microéconomique, c'est quand même à noter, gouvernement dans lequel se trouve Écolo. Et la deuxième chose qu'on a obtenue, c'est un engagement du PS de soutenir une accélération de l'interdiction des décollages nocturnes de gros porteurs. C'est précis, mais c'est ça qui réveille le plus les gens. Voilà pour l'accord. Venons-en au fond. Les aéroports, aujourd'hui, sont, je dirais, la pointe avancée d'un modèle économique qui est celui de la tertiarisation de l'Europe. Donc le choix a été fait, c'est un choix politique qu'on peut remonter pour moi à l'acte unique, voire au traité de Rome à certains égards, mais à l'acte unique très clairement, et puis ensuite à toute la vague de libéralisation dans des traités de libre-échange, de l'OMC, enfin voilà. Et moi je me suis politisé dans ce cadre-là,
Moi, j'ai flingué mes études en allant mobiliser mes collègues étudiants contre le sommet de Laeken et contre, et contre les accords de l'OMC. Et j'ai chahuté le discours de Honoris Causa de Pascal Lamy à l'UCL et ainsi de suite. Donc, je me suis construit là-dedans et je suis vraiment persuadé qu'un choix politique a été fait d'abandonner la classe ouvrière, d'abandonner la fonction productive de l'Europe au bénéfice d'une logique de tertiarisation en disant l'Europe est un continent tertiaire, est un continent qui va se développer, d'ailleurs on l'a d'ailleurs explicitement dit, vous vous souvenez de l'économie de la connaissance, l'Europe a vocation à être un endroit où on produit de la connaissance à haute valeur ajoutée et tout ce qui est la basse production matérielle, on va envoyer ça dans l'atelier du monde en Asie, en Chine d'abord et puis ensuite maintenant aux Philippines et en Malaisie et je ne sais pas où. Ce choix-là est un choix criminel. C'est un choix qui explique une grande partie des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est un choix qui, à mon avis, s'il faut trouver une racine à l'extrême droite en Europe, pour moi, elle est d'abord là. C'est la première cause de la montée de l'extrême droite, c'est le choix de la tertiarisation. Et je vous recommande le combat ordinaire de Manu Larsenet, une BD vraiment formidable qui raconte ça vu du point de vue des ouvriers. Et moi, je suis pas du tout... moi, je me pense comme appartenant à la classe ouvrière parce que je suis le rejeton d'ouvriers. Je viens d'un milieu ouvrier, mes grands-pères étaient ouvriers, mon père était responsable du mouvement ouvrier. Je me sens profondément touché par ça, même si, objectivement, je n'appartiens pas à la classe ouvrière par l'activité que j'ai de ça, je suis moi-même tertiarisé. L'aéroport, c'est à la fois la fuite en avant face à ça, c'est-à-dire que le choix a été fait, il a été fait à Londres, à Amsterdam, à Paris, c'est là qu'il a été fait. C'est là que se trouve le capital qui a à un moment dit « l'Europe va devenir ça ». La Wallonie est victime de ça. La Wallonie, elle s'est retrouvée enfoncée. Et donc, quand Coles, voyant les capitaux qui quittent la région et qui sont en train d'appauvrir Liège et qui annoncent vraiment... Voilà, il se raccroche à quoi ? Il se raccroche à la régionalisation des aéroports qui lui tombe sous la main. Il essaie de faire quelque chose avec ça. Moi, je ne jette pas sur cette histoire-là un regard... comment dirais-je ? Je ne fais pas un focus là-dessus. Je n'oublie pas que ce qui se passe à ce moment-là est dans un contexte. C'est-à-dire que ce qui fait qu'à un moment donné, on choisit les aéroports, c'est parce qu'on est dos au mur. Et aujourd'hui encore, en fait, Christy Moréal, ma tête de liste, se pense dos au mur, non sans raison. Parce que Christy Moréal, avec qui je suis en désaccord là-dessus, considère que son rôle, c'est de veiller à ce que le peuple cérésien, qui ne fait plus chanter la fonte, puisse au moins décharger les avions des majors chinoises. C'est évidemment une impasse. C'est une impasse radicale, c'est une impasse qui aggrave notre situation. Elle l'aggrave sur le plan global, sur le plan écologique, elle l'aggrave sur le plan économique. Nous ne pouvons pas espérer un avenir de prospérité dans un monde dans lequel nous sommes juste des consommateurs de breloques asiatiques importés par un pont aérien. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, mais nous sommes dos au mur. Et donc, sortir de ça... Certes, et moi je m'oppose et je me suis battu, j'ai été le seul élu de cette ville, de cette région, à m'opposer à l'arrivée d'Alibaba, par exemple. En 2018, quand on annonce l'arrivée d'Alibaba, je suis le seul à m'exprimer ouvertement, à tel point d'ailleurs que la RTBF m'invite, ce qui n'arrive jamais. Et donc me voilà sur les plateaux de télé, contre notamment Olivier de Wassège, tête de liste du PSC, à débattre de ce sujet, face à des organisations d'entreprises qui sont elles-mêmes dos au mur. Je me souviens de la rentrée politique de l'UCM en province de Liège, la saison qui suit l'annonce de l'arrivée d'Alibaba. Ils font leur rentrée politique là-dessus. Ils ne savaient pas quoi dire. Ils savaient bien, tous, que ce truc était en train de les défoncer. Les artisans qui tentent de faire vivre une petite activité n'ont rien à gagner à l'arrivée d'un ogre comme Alibaba qui importe des produits qui leur font concurrence et qui repart avec la matière première dont ils ont besoin. Mais le dogme du libre-échange, de la liberté d'activité, etc., les a fait complètement bugger sur ce truc-là. Et donc, la question est comment on sort de ça ? On ne sortira pas de ça en faisant la leçon. On sortira de ça en proposant des pistes. Et la seule piste possible, c'est la piste d'une réindustrialisation par la relocalisation. Et donc, je pense que penser l'aéroport,
c'est penser ce que veut dire réindustrialiser la Wallonie dans une logique qui n'est plus celle d'une économie de l'offre dans laquelle on produit pour produire, enfin, économie de l'offre partagée aujourd'hui par à peu près tout le monde, dont François Hollande a fait d'ailleurs son cercueil. Il faut sortir d'une économie de l'offre, penser une économie du besoin, penser une économie de la sobriété, mais une économie dans laquelle on produit et dans laquelle chaque personne de cette région aura l'occasion de travailler, et pas pour décharger les avions d'Alibaba, mais pour produire des choses qui sont utiles à ses concitoyens. Voilà, notre position a toujours été claire. C'est évident que tous nos électeurs se posent des questions, mais qu'est-ce que Schröer, qu'est-ce que Vega va faire avec les gens qu'il a combattus? Mais d'abord, c'est un point parmi beaucoup d'autres choses, et on n'a pas encore parlé, peut-être qu'on y viendra, je vais pas m'éterniser, mais il y a beaucoup d'autres raisons qui font qu'on est là. Mais surtout, sortir de ce cul-de-sac dans lequel on se trouve avec l'aéroport ne se fera pas sans penser à l'avenir des travailleurs de cette région. J'ai juste une petite précision, c'est que je trouve ça incroyable que le gouvernement wallon n'ait pas encore une idée des emplois détruits par la concurrence que font les produits qu'Alibaba amène en Europe. Je trouve ça inouï. Alors François, de manière un peu cruelle, dit mais alors que Écolo est dans le gouvernement. Mais c'est probablement pas à cause d'Écolo que cette étude n'a pas vu le jour. Mais c'est ce qu'on sait, c'est que Amazon en France, on sait que ça détruit plus d'emplois, probablement 2 fois plus d'emplois que cela n'en crée. En plus, François en sera d'accord évidemment, c'est des emplois de bien faible qualité dans ces hangars de réception et de processing des marchandises. Donc voilà, sur ce dossier, écoutez, moi j'ai milité avec Stop Alibaba, je suis venu plusieurs fois manifester contre l'aéroport de Birzeit, son extension, je suis très attaché à la préservation des terres agricoles de grande qualité qu'on est en train de bétoniser. Et donc, je suis du côté de François, je ne suis pas du côté du PS là-dessus. Hein. Et donc, notre divergence, elle est sans doute tactique. Et il y a plein d'aspects du choix tactique qui m'échappent, notamment parce qu'à côté de l'aéroport, il y a d'autres dossiers, etc., où François espère faire bouger les lignes, c'est sa responsabilité, c'est sa liberté au sein du PS. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les emplois qui sont créés sont de faible qualité, ils sont éminemment jetables, comme on le voit avec FedEx qui licencie 600 personnes comme ça. C'est une source de nuisance considérable pour les populations riveraines, et Écolo a, de manière constante, encore en 2023, a fait ce qu'il pouvait pour essayer de limiter les dommages causés par l'arrivée d'Alibaba, les extensions successives de l'aéroport de Birzeit, y compris pour le confort des riverains par rapport aux normes de bruit et le mouvement des avions dans le ciel en permanence, quoi. Enfin, François connaît ce dossier comme sa poche, je suis un peu gêné de dire ces banalités devant lui. Johan, on va trop vite. Je voudrais quand même dire que ce que dit François sur la tertiarisation programmée de l'Europe et les racines du vote d'extrême droite, je suis entièrement sur cette ligne. Je prépare un rapport pour les Nations Unies sur les liens entre santé mentale et pauvreté. Ça paraît très éloigné, mais en fait, on a des études qui montrent que les territoires les plus affectés par la mondialisation, où les gens craignent de perdre leur emploi, où les gens sont obligés de s'adapter à un monde qui s'accélère, de se former à des nouvelles technologies, etc., c'est là que les taux de dépression, d'anxiété, de suicide sont les plus élevés. Donc il y a un lien évidemment direct. Et je pense que notre grande responsabilité, c'est de créer des perspectives, de garantir davantage de sécurité et de stabilité pour que
voilà, les ménages, les gens ne se sentent pas totalement dépassés par ces évolutions. Donc je suis entièrement sur cette ligne et je crois que c'est irresponsable d'avoir encouragé un approfondissement de la division internationale du travail où on va exploiter la main-d'œuvre peu chère dans le Sud, exploiter les ressources dans le Sud et se réserver, soi-disant, le développement de nouvelles technologies et la production de produits à haute valeur ajoutée. C'est extrêmement problématique. Et en plus, ça nous place dans une position de dépendance très problématique. J'ai eu d'ailleurs avec Pascal Lamy, précisément, quand j'étais rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, des débats là-dessus, où il était pour la division du travail, chaque région se spécialise et on n'a pas besoin de faire chez nous ce qui peut être fait plus efficacement ailleurs, mais c'est extrêmement problématique et en plus ça confine les pays du Sud à être nos sous-traitants et à ne pas pouvoir eux-mêmes développer d'autres filières de production que la production de matières premières ou d'être l'atelier du monde, comme c'est le cas de la Chine. Voilà. Je ferme cette parenthèse, mais je pensais important de réitérer là-dessus mon accord avec cette analyse plus macro que François vient de proposer. Enfin, c'est une vraie question. Hein. Je ne connais pas vraiment assez bien le parcours de François, mais je pense qu'il a, comme moi, enfin, je ne vais parler que de moi, mais c'est un passage difficile d'une position d'expert indépendant, d'académique et de lanceur d'alerte dans la société civile, je le dis avec évidemment beaucoup de modestie, à un rôle plus politique, où on est obligé d'assumer, à la fois parce qu'on est parti d'un collectif et parce qu'il y a cette négociation permanente dans des alliances qu'il faut faire. Donc c'est pas facile et c'est vrai que c'est plus confortable d'être dans une position d'expert, Nations Unies, etc. et d'être à l'abri de ces besoins de faire des compromis. Maintenant, je distinguerai quand même dans la législature précédente deux types de compromis. Il y a ceux qui concernent la mise en œuvre de règles décidées au niveau européen. Et l'exemple, je fais cette distinction parce que tu évoquais comme exemple la loi Frontex adoptée au cours de la dernière semaine de la législature à la Chambre des représentants. En fait, cette loi que Simon Moutquin pour Écolo a surtout dû gérer, enfin, c'est la mise en œuvre d'un règlement européen. En fait, les États peuvent transposer avec plus ou moins de zèle ou plus ou moins de réserve, mais c'est une obligation européenne que de collaborer avec Frontex. Et donc, ce que le gouvernement belge a fait, notamment sous la pression d'Écolo, c'est limiter au maximum le risque que les agents de Frontex fassent plus que des contrôles d'identité dans les ports d'arrivée en Belgique, 100 agents Frontex maximum déployés sur le territoire belge, mais la Belgique n'avait pas le choix que de mettre en œuvre Et donc, ce compromis, entre guillemets, me paraît acceptable, parce que c'est au niveau européen que tout s'est joué. Il eût fallu que nous soyons plus attentifs au niveau européen et que les gens qui votent au niveau européen comprennent que Frontex est une agence qui viole les droits fondamentaux. Et je l'ai dit sans aucune crainte d'être cité, entre guillemets, enregistré, Frontex viole les droits humains, quotidiennement. Quotidiennement. Et donc c'est au niveau européen qu'on aurait dû être plus attentif, on n'a pas été, je le regrette. Alors il y a d'autres types de compromis qui sont moins faciles à défendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne résultent pas de la mise en œuvre d'obligations européennes. Et par exemple, je crois, et Johan, tu m'obliges à faire cet aveu, que quand le gouvernement, par la voix d'une de ses membres, la secrétaire d'État à l'asile et la migration, Nicole Demore, a dit « on ne va pas exécuter les décisions de justice qui s'adressent à la Belgique pour non-respect des conditions d'accueil des demandeurs d'asile », il eût fallu que nous démissionnions de ce gouvernement. Ce n'est pas acceptable, ce genre de compromis. Enfin, moi, je suis juriste, on a une éthique, on a une déontologie. C'est pas acceptable. Et c'est encore moins acceptable quand on sait que certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ont été simplement mises de côté. Et on est allé jusqu'à devoir saisir des tableaux, des fours en micro-ondes, enfin non, ça je ne sais pas, mais des trucs, des bibelots dans les ministères
pour faire exécuter des décisions de justice. Dans quel pays est-on, quoi? Comment peut-on accepter qu'un membre du gouvernement dise « on ne va pas exécuter les décisions de justice ». C'est pour moi tout à fait scandaleux. Alors on pourrait faire le bilan de la législature. C'est sûr qu'à bien des moments, il y a eu des choix difficiles pour Écolo. Et moi, c'est pour ça que depuis que je suis en campagne, je suis très ambivalent. À la fois, je trouve que c'est vraiment pas acceptable parfois de faire des compromis. Et en même temps, j'admire les gens qui sont dans la politique, qui le font tous les jours, qui sont obligés de s'en expliquer, de s'en justifier et de constamment peser ce qui vaut la peine d'être... La loi Frontex, si Écolo avait voté contre, en fait ce qui s'est passé, c'est que la moitié des membres d'Écolo au Parlement se sont abstenus, une autre partie a voté pour. Si Écolo avait voté contre, le gouvernement tombait. Et la même semaine, on devait décider d'étendre le tarif social pour le gaz et l'électricité. Ça concernait 1 million de ménages. Et le calcul d'Écolo a été, on reste parce qu'on veut pas... D'abord parce que la loi Frontex sera de toute façon votée, et elle sera votée dans des conditions pires si Écolo n'est pas dans la barque. Et deuxièmement, parce qu'on veut que l'extension du tarif social soit acquise. Voilà. La politique, c'est ça. C'est pas toujours facile. Et c'est pas, malheureusement, le confort de la pureté virginale. D'abord, je chéris un régime politique proportionnel. Je pense que nous devons chérir, défendre, mesurer la chance qui est la nôtre d'avoir un système politique proportionnel qui permet une diversité de représentation, qui permet une bien plus grande nuance dans la représentation des citoyens que dans un système majoritaire, a fortiori un système majoritaire à un tour comme le connaît la Grande-Bretagne, par exemple. Mais donc, on voit ce que ça produit. Le système bipartisan des États-Unis est un terrible couvercle sur de très nombreuses aspirations qui peuvent exister dans la société. La France connaît également, mais c'est encore un autre sujet, avec là en plus une dimension monarchique qui vient rajouter. Voilà. Donc, le corollaire d'un système politique proportionnel, c'est le compromis. Il n'est pas possible de penser un système proportionnel sans le compromis, a fortiori dans un système comme la Belgique, où il est doublement proportionnel, puisque nous avons en plus 2 communautés qui votent de façon quasiment diamétralement opposée. Et qui, pour corser le tout, votent globalement à droite. La Belgique, depuis sa création, n'a jamais connu un vote majoritaire à gauche au Parlement fédéral, enfin au Parlement national et puis fédéral. Donc la gauche, quand vous regardez l'histoire parlementaire, est toujours entre 30, 35, 40% des voix. Et ça, c'est d'ailleurs l'imposture PTB. Le PTB essaye de nous faire croire qu'une stratégie adaptée à un système majoritaire a du sens. Mais non. Voilà, désolé pour eux. Alors, les compromis, quels compromis sont possibles? Qu'est-ce que ça veut dire faire des compromis? Moi, je me réfère à l'éthique de responsabilité, tout comme elle vient d'être exprimée ici. L'éthique de conviction n'est pas la bonne attitude dans un contexte dans un contexte parlementaire, dans un contexte gouvernemental. La question que nous devons nous poser, c'est comment sommes-nous efficaces? Comment faisons-nous progresser les idées que nous sommes là pour défendre? On n'est pas là pour témoigner. Et d'une certaine manière, le choix que nous faisons aujourd'hui, il dit ça. Il dit que, moi, j'en suis convaincu depuis toujours, mais plein de gens m'ont associé à ça. On fait de moi une espèce de héros comme ça de l'éthique de conviction qui va crier tout haut ce que tout le monde aimerait entendre. Moi, je n'ai jamais été sur cette idée-là. Moi, je crois à l'éthique de responsabilité. Je crois aux mains sales. Je crois que faire de la politique, ça consiste à faire progresser son projet et à le faire, de la manière dont on parvient à le faire. Et donc, on en vient à la question de quelles sont les lignes rouges, parce qu'effectivement, les lignes rouges, on y arrive vite. D'abord, aujourd'hui, en Belgique, je parle au niveau fédéral, l'enjeu, ça ne va plus être d'avoir un gouvernement de gauche, ça va être un gouvernement démocratique, un gouvernement de démocrates. Je veux dire, dans une situation où la NVA et le Belang ont une majorité en siège au Parlement flamand à eux deux, où au sein de la NVA, le courant de Theo Franken menace très clairement la position. Bardever se retrouve à être notre allié, vous vous rendez compte de la situation, quoi. Il y a au sein de la NVA un courant significatif qui veut l'alliance avec le Belang.
mesurer ce que ça représente, mesurer ce que ça signifie. Et donc, dans ce contexte-là, beaucoup de positions sont lunaires. Nous sommes dos au mur. Nous sommes dos au mur sur cette question. Il n'est pas question de transiger. Là, nous allons épuiser nos dernières forces jusqu'à dimanche pour aller chercher des voix qui vont, on l'espère, éviter, et ce n'est pas du tout gagné, que le tandem Boucher-De Wever soit incontournable au fédéral. Et malgré ça, ils ne seront peut-être pas contournés, mais en tout cas, on sait que la négociation qui s'annonce au fédéral, elle est dantesque. Et donc, dans ce contexte-là, que peut-on espérer ? On peut espérer préserver un certain nombre de droits fondamentaux, on peut espérer lutter pour maintenir la sécurité sociale. Voilà, on n'est pas dans un contexte de conquête quand l'extrême droite et la droite extrême, rassemblées, sont en majorité dans la région du pays qui, à elle toute seule, fait plus de la moitié de la population. Et donc, les lignes rouges, pour moi, elles sont là, elles sont sur les droits humains, elles sont sur la sécurité sociale, c'est ça qu'on doit faire. Là, notre mission, la raison pour laquelle nous sommes là, la raison pour laquelle nous choisissons de défendre un parti socialiste aussi imparfait qu'il l'est et de se retrouver là, c'est ça. C'est parce qu'il est aujourd'hui le meilleur barrage pour défendre la Sécu, pour défendre l'indexation des salaires, pour défendre les soins de santé, face à un projet. Il faudrait traduire en perte d'espérance de vie en bonne santé le propos des libéraux sur les soins de santé. Ça veut dire quoi quand ils disent qu'il faut faire 6 milliards d'économies structurellement dans les soins de santé? Ça veut dire quoi pour la classe populaire qui ne saura pas se payer des assurances santé? Enfin, on en est là. Et donc, les gens qui, par esthétisme, viennent m'expliquer que oui, mais quand même, voter PTB, c'est plus pur. Non, les gars, les 20 sièges PTB sont ce qui va rendre Boucher incontournable. On en est là. Donc, moi, j'assume ça tout à fait. Vraiment, j'ai aucun souci. Et si je ne suis pas élu dimanche, je ferai d'autres choses de ma vie et tout, mais je serai fier d'avoir tenu cette position. J'assume totalement. Et c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faut se rassembler. La gauche, elle a besoin d'un parti structurant. Ça, je vais quand même dire un mot là-dessus. C'est quelque chose je m'éloigne un peu de ta question du coup, mais on l'a observé partout en Europe. Quand la gauche perd le parti qui la structurait, elle s'effondre. C'est ce qui s'est passé en Italie, c'est ce qui en fait se passe en France, où aujourd'hui on n'est plus dans un dialogue gauche-droite, on est dans un dialogue droite-extrême droite, voire droite-extrême droite, et la gauche s'est complètement marginalisée. C'est ce qui est arrivé dans plein d'endroits. Nous avons la chance en Wallonie d'avoir toujours un parti structurant. Très imparfait, certes, mais structurant. Moi, ma jeunesse était... le parti auquel j'ai adhéré dans ma jeunesse, Écolo, c'était le parti de Jackie Moral. Et Jackie Moral avait un discours qui disait « Nous allons construire le parti structurant du XXIe siècle. Écolo sera le parti structurant du XXIe siècle, de la gauche, le parti structurant de la gauche du XXIe siècle, parce que Écolo parvient à proposer un logiciel qui va reformuler sous un angle actualisé toutes les questions importantes pour le monde populaire. » Et moi, c'est ça que j'aimais bien chez Écolo. C'est ça qui m'a fait adhérer à Écolo. Enfin, peut-être pas à 16 ans, mais qui m'a fait en tout cas... c'est cette idée-là dans laquelle je me suis construit. Et j'ai longtemps pensé ça. J'ai longtemps pensé qu'effectivement, le PS était destiné à mourir, que c'était une chose naturelle. Et puis, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ni Écolo, ni le PTB ne se donnent les moyens, et à mon avis, non la volonté, de devenir ce parti structurant. C'est-à-dire un parti capable de rassembler. Un parti structurant, il doit être fédérateur. Le PTB est tout sauf fédérateur. Un parti capable de toucher les classes populaires. On ne fait pas un parti structurant de la gauche sans s'adresser centralement aux classes populaires, ce qu'à mon avis Écolo a renoncé à faire. Écolo est un parti qui s'adresse à la bourgeoisie, la petite bourgeoisie intellectuelle essentiellement, et puis à des niches. Mais je ne crois pas qu'Écolo se donne les moyens d'être ce parti-là. Et donc dans ce contexte-là, quand on est dans une position aussi défensive que nous le sommes, voilà, nous avons choisi, tous ensemble, avec Vega, ce n'est pas du tout une aventure individuelle, nous avons fait le choix collectivement, en posant cette analyse, de dire nous allons renforcer le parti qui va faire bloc, dans ce contexte-là. Après, voilà, je sais que si je suis élu dimanche, mes ennuis commencent, d'une certaine manière. Parce que, déjà, on le voit, et vous l'avez vu dans la presse, ça frotte. On n'est pas vraiment les bienvenus. Il y a à la fois des gens qui sont contents qu'on soit là, il y a aussi des gens qui se disent « mais c'est quoi ce corps étranger qui commence à proliférer en notre sein ?» Moi, je suis en train de commencer à fédérer un réseau d'élus au sein du PS opposé au développement de l'aéroport. J'aime autant vous dire que ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Et donc, si je me retrouve parlementaire dimanche, que se passe-t-il ?
je vais m'appliquer la même doctrine que ce que j'applique au parti. C'est-à-dire, il faut... Il y a toujours cette dénonciation du double discours. Moi, je crois qu'il faut absolument les deux. Il faut absolument dire ce qu'on peut et ce qu'on veut. Si en politique, vous ne faites pas ça, si vous ramenez ce que vous voulez à ce que vous pouvez, si vous ne voulez plus que ce que vous êtes en mesure d'atteindre, en fait, vous êtes mort. Intellectuellement, vous ne pensez plus. Et donc, on doit, pour faire de la politique, dire voilà, notre objectif, il est là, notre cap, il est là, la société dont on rêve, elle ressemble à ça. Mais nous savons que dans le contexte adverse que nous vivons, eh ben, nous allons pouvoir faire ça, et ça, et ça. Et nous vous l'expliquons. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement inaudible. Et j'ai envie de dire qu'un certain, un certain discours médiatique a fabriqué ça en disant « Oui, vous promettez, vous promettez. » Non, moi, je promets rien du tout. Hein. Moi, tout ce que je vous promets, c'est de me battre. C'est la seule chose que je vous promets. C'est de me battre infatigablement. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire à quoi ressemble la société à laquelle je rêve. Ou en tout cas, l'esquisser. Et puis l'esquisser avec vous aussi. Mais donc, j'en ai un peu parlé, d'ailleurs. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire ces compromis-là, ces compromis utiles. Je ne vais pas m'ériger, pas plus que je ne l'ai fait dans la campagne et pas plus que je ne l'ai fait jusqu'à présent, je ne vais pas m'ériger en parangon de vertu. Je ne vais pas dire « Ok, moi je ne vote plus rien, je suis là au Parlement, je fais des discours. » Je sais bien, ça n'a pas de sens. Si je fais ça, je me marginalise tout de suite. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire du judo. J'ai envie de m'appuyer sur la force du groupe socialiste et de l'amener à changer sa position sur certaines choses. Je vais voter des trucs qui ne vous plairont pas. Et je les voterai pour la raison qui vient d'être expliquée, parce qu'en échange, j'obtiendrai d'autres trucs qui vous plairont. Et que ce sera plus efficace de faire ça plutôt que de gueuler tout seul à la tribune une fois toutes les 3 semaines. A fortiori, de sortir du groupe. Et vous ne savez pas que dans le règlement d'un Parlement, si vous n'êtes plus dans un groupe, vous ne pesez quasiment plus rien, en fait. Donc il faut être dans un groupe, il faut être dans les instances, il faut être dans le truc. Et puis il faut faire votre maximum. Et alors, moi, je me suis fixé une ligne, c'est que je ne vise pas ma réélection. Si je suis élu, peut-être serai-je réélu par la suite, etc., mais ce ne sera pas un objectif. Je m'engage, ça c'est un autre engagement que je prends, de ne poser aucun choix pour rendre possible ma réélection. Je passerai 5 ans de mandat à tenir la ligne la plus juste possible, mais ce sera une ligne de compromis. Ce sera une ligne de compromis, tout comme il faut une ligne de compromis dans un gouvernement avec des fascistes en face à 30%. Ben, moi, j'ai répondu sur la question des compromis. Cette fois-ci, c'est moi qui avais répondu en premier lieu. Donc... Non, c'était juste, voilà. C'est très... Non, c'est très intéressant. Je crois que c'est très juste. Hein. Il faut éviter de ne vouloir que ce qu'on est sûr de pouvoir obtenir. C'est très sain, je trouve, de garder à l'esprit cette maxime. J'ajouterais un point, peut-être très modestement, c'est que une vision est importante, mais ne suffit pas. Il faut aussi les étapes par lesquelles on va y arriver. Mais là où je me reconnais dans ce que François dit, c'est qu'on ne peut pas anticiper quelles seront ces différentes étapes, quelle sera la complexité des obstacles à franchir. Mais je crois que parfois on pêche en politique par naïveté, en pensant qu'il suffit d'une belle vision à laquelle les gens... Il faut aussi voir comment on peut amener les gens à y adhérer. La politique relève plus de musique que d'architecture. En musique, chaque note compte et pas juste la note finale. Et donc, c'est cela aussi qui est important. Je crois d'ailleurs, même si je ne veux pas filer la métaphore du judo qu'utilisait François, que pour amener des gros appareils à épauler une mue, il faut avoir une vue très claire des différentes étapes à travers lesquelles aller. Voilà, c'est pas facile. Ça demande beaucoup voilà, des talents d'un cours de fond, quoi. Mais voilà. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça. La période électorale est un peu particulière parce qu'elle conduit à forcer un peu les oppositions parce qu'on veut marquer sa différence par rapport à l'autre et montrer que l'offre politique n'est pas strictement monocolore, quoi. Mais il n'y a pas eu de difficulté à organiser cette discussion et je crois qu'il y a une fécondation mutuelle en raison des perspectives différentes que nous amenons, etc. Je crois qu'on peut se corriger l'un par l'autre, quoi. Et je crois
que ce que François a dit au tout début sur le délitement de l'espace politique ou de l'espace public et la dégradation du discours public, ça m'inquiète. Ce qui me frappe, moi, nouveau en politique, c'est combien il est compliqué de tenir un discours complexe, parce que ça ne passe pas la rampe des canaux de communication privilégiés aujourd'hui dans les débats politiques. C'est effrayant, c'est vraiment effrayant. Et je crois, c'est ce que tout à l'heure François appelait la trumpisation de la politique. Je crois que celle-ci, trop souvent, ressemble à un spectacle, ressemble à une série de transgressions calculées pour faire le buzz, ressemble à un formatage de propositions pour passer le cap des réseaux sociaux. Et ça m'effraie. Alors si, Joanne, tu voulais faire allusion à cela en disant c'est difficile d'avoir un débat public où on parle sereinement de ces choses-là, oui, ça tient à la manière dont le spectacle de la politique est mis en scène. Mais sur le fond, moi, j'ai pas de difficulté à ce qu'on ait ce genre de débat. Et peut-être que... François, ça peut-être d'un avis différent, mais j'ai pas l'impression qu'on doive regretter l'absence de possibilité de dialogue, en fait. C'est le dialogue qu'on a ce soir. Le dialogue qui a eu lieu aux Pays-Bas, qui a conduit à GroenLinks, GroenLinks a émergé, est aussi un exemple de ce qui peut être réalisé par un dialogue respectueux des différences. Pas grand-chose à ajouter là-dessus. D'abord, c'est quand même rare d'avoir un interlocuteur de cette qualité. Mais on manque aussi de lieux, en fait. On manque de lieux de débat. Et on manque même de lieux pour organiser des choses. Par exemple, une chose qui est vraiment frappante du point de vue d'une petite organisation comme Vega, c'est à quel point on galère à trouver des endroits physiquement pour se réunir. À quel point, et puis a fortiori, à quel point il est difficile, parce que la plupart des lieux culturels, échaudés par l'une ou l'autre expérience, considèrent désormais que politique, no way. Et donc la plupart, voilà, elles ont toutes refusé, ce qui nous amène ici, ce qui n'est pas l'idéal, parce qu'on avait envie d'un lieu qui ne soit... Enfin, ici c'est un peu chez moi, et on aurait préféré un lieu qui soit plus équilibré en termes d'organisation. Faire un match retour chez moi. Je prends. Oui, c'est ça. Je prends avec plaisir. Mais aussi des lieux en termes organisationnels. C'est-à-dire, je pense que, allez, on a assisté, plein d'organisations socioculturelles organisent leurs débats. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir assisté à peu de débats. J'ai assisté à une espèce de moment un peu formaté, comme ça, dans lequel on a 6 représentants alignés en rang d'oignon, qui vont chacun décliner à quelques questions la position de leur parti. Et en fait, les conditions ne permettent pas un échange de fond, ne permettent pas d'entrer dans le débat comme on a pu le faire ce soir. Et donc, moi, j'encourage vraiment les organisations de la gauche sociale, associative, syndicale, culturelle, à se dire que leur rôle est aussi de permettre des débats, des moments où subjectivement, ils assument d'inviter 2 politiques, en les reconnaissant aussi comme des intellectuels, parce que ça aussi c'est quelque chose qui disparaît. Hein. Le fait de se faire reconnaître en tant que politique comme un intellectuel, c'est quasiment plus possible. On est dans des formats qui ne nous permettent plus ça. Aucune télévision ne nous considère plus comme des intellectuels, on nous considère comme des représentants de commerce qui doivent venir vendre leur truc là. Et donc moi j'encourage les uns et les autres à se dire, voilà, telle question nous traverse aujourd'hui, nous sommes animés parce qu'il y a un sujet, il y a un enjeu, etc. Eh bien, nous allons organiser un débat public. Et nous allons pour ça inviter non pas le banc et l'arrière-banc de la droite, nous allons inviter par exemple 2 ou 3 personnes qui nous semblent particulièrement pertinentes parce qu'elles ont travaillé sur le sujet. Et je suis convaincu... Enfin, on dit que les gens n'ont plus envie de politique. Moi, personnellement, la plupart des débats auxquels j'ai assisté, j'en avais pas envie non plus. C'est long, c'est absolument procédural. Voilà. Je suis convaincu qu'à un moment comme celui-ci, d'ailleurs, il y a du monde, et alors qu'on n'a quasiment pas eu beaucoup de promotion. Hein, il y a eu un événement Facebook, il n'y a même pas eu d'affiche, il n'y a eu vraiment pas grand-chose. Je suis persuadé que des événements de la nature de celui-ci, au sens large, sont susceptibles de créer ça. Un peu une politique des clubs
Et alors, plus prosaïquement, plus concrètement, localement, moi, je souhaite, je veux qu'on discute avec Vert-Ardent. Je veux, parce que Vega reste quand même ancré au niveau communal, et voilà, Salvador, qui est là au fond de la salle, Salvador Alonso Merino, aura un rôle, j'espère, clé en octobre pour aller vers ça. Moi, je veux qu'on construise une majorité avec Vert-Ardent. Et pour ça, il faut qu'on se parle de plus en plus. Voilà, moi, je vais manger maintenant une fois par trimestre avec Rémi Gemène, qui est le secrétaire politique d'Écolo à Liège. Ça me paraît évident, quoi. Nous ne voulons pas des petits jeux d'appareil. Nous voulons mettre le MR dans l'opposition et nous voulons une majorité de progrès à Liège. Et pour ça, voilà, il faut effectivement plus se parler. Et c'est pas toujours simple, mais voilà, c'est dépassable. Mais je voudrais juste dire un mot, vraiment une phrase, c'est qu'on a un peu évoqué la question de savoir si le projet de justice sociale, de réduction des inégalités et de la pauvreté était compatible avec l'agenda écologique. Et François l'a dit en termes beaucoup plus nuancés, mais en gros, j'entends le message que l'écologie n'a pas toujours su convaincre là-dessus et n'a pas toujours utilisé la communication qu'il fallait. Mais je le répète, ce n'est pas juste une question de communication. Mais le point sur lequel cette alliance est la plus évidente, c'est que pour opérer la transition écologique, il faudra investir, il faudra de l'argent. Il faut de l'argent pour les transports en commun, il faut de l'argent pour rénover les bâtiments, il faut se rendre compte qu'il faut faire des investissements pour aller vers la neutralité carbone, etc. Or, l'austérité condamne cela, en même temps que l'austérité condamne la santé, l'enseignement, la sécurité sociale, etc. Et une des difficultés dans le paysage déjà pas facile qui va émerger après le 9 juin, c'est que la Belgique, comme les autres États membres, va être soumis à un programme d'austérité, mais vraiment dur, quoi. 27 milliards d'euros à économiser sur les 6 prochaines années. C'est très compliqué. On a une dette publique qui est à 108% du PIB. Il faut que ça descende à 60% du PIB. C'est vous dire l'ampleur de l'effort à accomplir. Et c'est là qu'on doit absolument joindre nos forces, parce que la défense du service public, la défense de la sécurité sociale est aussi la défense de la capacité qu'on a à investir pour l'avenir. Voilà. Donc je voudrais, moi, terminer sur une note très positive en disant qu'il y a une offre politique peut-être différente et François, à juste titre, a relevé que Écolo avait du mal à s'adresser à des publics plus défavorisés. Oui, je reconnais, moi c'est pour ça aussi que je suis chez Écolo, c'est pour changer les choses comme tu cherches à le faire au sein du PS. Mais je crois qu'il y a énormément de convergences sur lesquelles bâtir. Voilà. On avait effectivement clôturé l'entretien. On a fait une répétition. Hein. Ouais. On a fait l'entretien au vif avant de vous parler. Donc, du coup, on repasse un peu sur les sujets. Peut-être pour vraiment, dans le fil de ce qui vient d'être dit, je pense qu'une des clés pour s'en sortir, c'est une approche systémique. C'est-à-dire de parvenir à penser des décisions dans l'ensemble de leurs répercussions. On a parlé des emplois créés à Liège Airport qui en fait en détruisent plus qu'ils n'en créent, mais en fait cette réflexion elle est valable dans énormément de sujets. Par exemple, on avait récemment un débat sur le vélo et dans le documentaire qui précédait ce débat, un chiffre a été donné dont je ne suis pas totalement certain de la véracité, mais dont je suis certain du principe. Ce documentaire disait les Pays-Bas investissent chaque année 500 millions d'euros dans leurs infrastructures cyclables et ça leur permet de réduire de 19 milliards leurs dépenses de santé parce que les Hollandais font beaucoup plus d'activités physiques, sont bien plus en meilleure santé, il y a moins de pollution de l'air, etc. En Wallonie, quand on dit qu'il faut investir dans le vélo, on vous répond « mais ça coûte cher ». Ben non, en fait, il faut parvenir à penser et donc à aussi articuler sur le plan institutionnel la conception, le savoir que un certain nombre de choses, d'investissements, coûtent beaucoup moins cher que de ne pas les faire. Et c'est notamment le cas sur le plan climatique. On sait qu'il faut des centaines de milliards d'investissements, peut-être des milliers de milliards d'investissements
pour faire évoluer notre système de production d'énergie, pour transformer la façon dont on produit dans les industries, pour isoler le logement, même si voilà. On ne sait pas comment on va le faire, a fortiori dans un contexte d'austérité, mais on sait que ne pas le faire coûtera encore beaucoup plus cher. Et donc ça, c'est l'urgence. Voilà. Moi, je voudrais conclure en disant qu'il y a en fait une